Bonsoir à tous. Aujourd'hui c'est jeudi et comme chaque jeudi on fait ma thèse en synthèse. Donc ce soir on va avoir la chance et l'honneur d'accueillir Léna. Comment vas-tu? Super, merci beaucoup. Léna va nous présenter sa thèse et je vais lire dès à présent son petit résumé. Sa thèse en économie s'intéresse aux entreprises en difficulté en France. La vie d'une entreprise est loin d'être linéaire. Création, développement, croissance. Pour grandir, l'entreprise a besoin d'argent, elle a besoin d'investir. Elle va donc emprunter auprès des banques, de certains gros fournisseurs ou clients. L'entreprise va s'endetter. Lorsque l'endettement est trop lourd et que la capacité à rembourser n'est plus assurée, l'entreprise est en difficulté. Que se passe-t-il alors? L'entreprise entre en faillite. Sa thèse se questionne sur l'efficacité du droit des faillites en France, à accompagner les entreprises en difficulté et à les faire rebondir, c'est-à-dire les restructurer. Je te laisse la parole, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors oui, ta présentation a un petit peu blagué, mais je vais essayer de reprendre les principaux éléments de cette introduction. Mais avant de plonger dans le cœur du sujet, et notamment dans mon titre que vous voyez, Restructuration d'entreprise, efficacité économique et devenir des entreprises, je voudrais prendre un pas en arrière et revenir sur la thèse en économie, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Surtout que je crois que je suis la première à faire ce genre de présentation sur cette chaîne. Donc, une thèse en économie, c'est une thèse en 3 ans, qui peut déboucher sur une 4 ou une 5e année, comme dans beaucoup de domaines. Et de manière traditionnelle, c'est censé être un papier, c'est-à-dire un article de recherche qui va se concentrer sur un modèle ou qui va développer une théorie ou, je sais pas, diminuer les coûts d'une entreprise. Voilà, ce genre de modèle qui va s'étendre en durée sur 3 ans. Ou de manière un peu plus moderne, une thèse en économie, c'est 3 chapitres sur une problématique liée, avec donc 3 sous-problématiques qui vont faire l'objet de 3 articles à part entière. Les domaines en économie sont très variés, hein. Ça peut être de l'économie financière, de l'économie bancaire, de la santé, du développement, de l'économie d'entreprise et de l'économie du droit, qui, moi, vont être mes domaines, de l'économie de l'environnement, international, micro, macro, et j'en passe, j'en oublie certainement. En gros, pensez à un domaine, vous mettez économie devant et vous avez un sous-domaine de l'économie. Donc ces domaines, ils sont évidemment pas exclusifs, hein, ils se recoupent. Comme je disais, moi, je vais étudier l'économie d'entreprise, mais aussi l'économie du droit et l'économie bancaire. Et la recherche dans ces domaines, elle peut prendre 2 formes. Elle va être théorique et ou empirique. Le mieux étant encore de combiner les deux. Donc la recherche théorique en économie, ça ressemble à quoi? Ça va être, donc comme je pouvais l'évoquer précédemment, développer un modèle, approfondir une théorie. Ça va être modéliser le comportement de 2 agents, par exemple, une banque et une entreprise, ou un hôpital et des patients, ou encore un pays en développement face à l'aide internationale qu'il peut recevoir. Et la recherche empirique, ça va être se concentrer sur des données, exploiter un maximum ces données pour les faire parler, pour en tirer des histoires. Donc c'est faire des stats dessus, hein, c'est des questions de probabilité, etc. Et surtout, en fait, ce qu'on va essayer de faire en recherche empirique, c'est de montrer des liens de causalité. Qu'est-ce que j'entends par là? La causalité, c'est pas la corrélation. Et il est là tout le piège. La corrélation, c'est par exemple, vous avez dû entendre parler de cet exemple de manger plus de chocolat permet d'avoir plus de prix Nobel. Ici, on est en présence d'une corrélation, hein. C'est pas parce que vous demandez à tous les habitants de votre pays d'augmenter leur consommation en chocolat que le pays va avoir plus de prix Nobel. Ici, on a ce qu'on appelle un biais de variable omise, qui est tout simplement la richesse du pays. Si on ne prend pas en compte la richesse du pays, qui permet à la fois une consommation élevée de chocolat, qui est un bien de luxe, et aussi d'avoir des universités les plus prestigieuses, les meilleurs chercheurs, et donc les prix Nobel, et ben, effectivement, on va pouvoir montrer qu'il y a un lien entre les deux, mais ce lien est une corrélation et ça n'est pas une causalité. Donc l'économie, ou en tout cas l'économie empirique, va s'attacher à ça, hein, montrer des liens de cause à effet entre un programme public, par exemple, ici on taxe le tabac, est-ce que par un effet causal, la consommation de cigarettes va diminuer? Et on veut voilà, écarter tous les autres facteurs qui peuvent brouiller un petit peu les pistes et faire montrer des corrélations et non pas des causalités. Oui, c'est ça. Donc, pour résumer un peu tout ça, moi je vais vous présenter le cadre de ma thèse à moi. Donc, mon parcours, ma foi, classique, je suppose.
J'ai fait un bac S à SPE Maths, après quoi je suis rentrée à l'université de Dauphine, à Paris. J'ai commencé avec une licence en économie et gestion, puis une L3 en finance et un M2 en économie internationale. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'économie, c'est plein de sous-domaines et j'en ai touché beaucoup. Mon doctorat, il a débuté en septembre 2019 et il sera plutôt, donc, non pas en économie internationale, mais en économie d'entreprise. Je l'effectue à Dauphine et en parallèle dans une entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle un contrat CIFRE. C'est lorsque, finalement, mon financement vient d'une entreprise, donc je vais passer 80% de mon temps de recherche dans l'entreprise et 20% à l'université. Et donc l'entreprise qui m'accueille, c'est la Banque de France, et donc je suis au sein de l'Observatoire des entreprises, ce qui est pour moi du pain béni, hein, parce que l'Observatoire des entreprises, c'est un peu une des instances qui récupère énormément de données d'entreprise, qui va donc me permettre en fait d'avoir accès à une boîte à jouets monstrueuse avec énormément de données, pour essayer donc de faire parler ces données, d'en tirer des histoires. Donc moi, ma thèse, ça va être une thèse en 3 chapitres, comme vous pouvez le voir dans l'outline que j'ai en début de slide. Et ça va être majoritairement donc, de la recherche empirique, même si on essaye toujours un peu d'introduire de la théorie pour poser les bases du travail de recherche, de quelle théorie on s'inspire, qu'est-ce qu'on cherche à prouver. Voilà, donc la thèse en économie, ça ressemble à ça. Maintenant, on va plonger dans le cœur du sujet, dans le cœur de ma thèse. Commençons avec le titre. Restructuration d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Donc comme le disait Tofu dans sa présentation, c'est lorsque l'entreprise a trop de dettes, d'accord? Parce que l'entreprise, pour grandir, elle va avoir besoin d'emprunter de l'argent. Classiquement, on imagine la banque qui prête de l'argent à l'entreprise. Mais ça peut aussi être des fournisseurs qui font des avances, des clients, c'est l'État aussi, payer des charges sociales, etc., on les paye à l'État. Donc toutes les personnes à qui l'entreprise va devoir de l'argent, on va appeler ça des créanciers. Et lorsque l'entreprise doit trop d'argent, il y a trop de créances, lorsqu'elle n'arrive plus à rembourser ses dettes, elle rentre en faillite. Donc la faillite classique qu'on imagine, c'est on met la clé sous la porte et au revoir. Un entre-deux, c'est la restructuration, c'est-à-dire on va essayer de prendre la dette de l'entreprise, de la modifier, de la repenser pour donner une seconde chance à l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise doit 10 000 euros en 10 ans à sa banque, eh ben, on va essayer de modifier en 8 000 euros en 15 ans. Donc non seulement elle va payer qu'une partie de sa dette, pas tout, mais en plus sur un temps plus long. Et ça peut l'aider à faire repartir son activité si jamais c'était juste des difficultés passagères, par exemple. Donc, la restructuration d'entreprise, c'est ça. On veut voir si c'est efficace économiquement parlant, et on veut voir quel est le devenir des entreprises qui passent par un tel processus, qui passent par la restructuration. Et donc pour cela, comme je disais, je vais décomposer ma thèse en 3 sous-problématiques, en 3 chapitres, et je vais vous guider à travers notamment le chapitre 1, qui est un chapitre que j'ai déjà terminé, parce que, donc oui, je disais que j'avais commencé ma thèse en septembre 2019, mais en fait ça fait déjà depuis plusieurs mois, voire années que je travaille sur le sujet. Donc j'ai d'ores et déjà des résultats à vous présenter. Et donc dans ce chapitre 1, je vais essayer de vous guider à travers le processus de réflexion économique et économétrique notamment, comment on fait pour essayer de faire surgir ce lien causal et non pas de corrélation dans nos données, comment est-ce qu'on aborde en fait un problème économique. Donc je vais l'aborder avec vous à travers les 3 questions que vous voyez ici. Donc pourquoi assurer la survie de l'entreprise? Ça c'est déjà un peu de la théorie, hein. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec nos entreprises? Est-ce qu'il est vraiment bon de les garder en vie, de vouloir les sauver? Comment assurer la survie de l'entreprise? Parce que donc on va supposer qu'il faut la sauver. Donc on va voir comment on s'y prend, quelles sont les lois en place pour ça, pour essayer de faire rebondir nos entreprises en difficulté. Et finalement, comment rendre plus efficace le droit des faillites. Donc ça sera un peu la conclusion. Selon les résultats qu'on va avoir, on va pouvoir en tirer des recommandations de politique publique. Donc ça, c'est voilà, le premier chapitre dans lequel je vais vraiment aller en détail. Dans un deuxième chapitre, je vais vous présenter une problématique sur laquelle je suis actuellement en train de travailler, donc je n'aurai pas de résultats à vous proposer, mais j'aurai une réflexion dans laquelle j'aimerais vous guider pour vous montrer un petit peu les problèmes auxquels on fait face et qu'on doit essayer de corriger si on veut, encore une fois, faire quelque chose de nos données et pouvoir raconter une histoire qui soit correcte.
Et le chapitre 3 servira d'ouverture, parce que je n'ai pas encore vraiment défini le thème de ce dernier chapitre. Évidemment, j'avais une idée avant de commencer ma thèse, mais c'est voué à être modifié, à évoluer avec l'actualité. Actualité qui, en termes de faillite, se trouve très riche. Et donc ici, notamment, on pourra revenir dessus lors des questions, mais je vais aborder très superficiellement la question du coronavirus que moi, j'aimerais beaucoup intégrer pleinement au travail de ma thèse. Ok, commençons avec le chapitre 1. Donc, pourquoi assurer la survie de l'entreprise ? Donc, encore une fois, la théorie. Derrière ça, est-ce qu'il faut effectivement sauver l'entreprise à tout prix ? Ou est-ce que le fait qu'elle ait des difficultés, ça ne veut pas dire qu'elle est peu efficace et qu'il faut la liquider et tout simplement on met la clé sous la porte et au revoir. Qu'est-ce que nous dit la théorie là-dessus ? Alors il y a deux écoles de pensée. La première école de pensée va vouloir sauver le soldat Ryan. Ça va être celle qui va chercher à sauver l'entreprise à tout prix. Pas à tout prix, mais qui va avoir tendance à vouloir le rebond de ces entreprises. Je vous ai listé 4 arguments. Le premier argument, ça va être tout simplement de sauver les emplois. Dans des économies qui cherchent à tout prix à éviter le chômage, qui se retrouvent avec beaucoup de chômage, effectivement, on peut penser que des entreprises en faillite, ça fait plus de monde sur le marché du travail qui est déjà un peu saturé, et c'est pas souhaitable. Donc voilà, tout simplement, emploi, chômage, c'est une raison pour laquelle on va vouloir sauver les entreprises. Dans un deuxième argument, on peut se dire que si les difficultés de l'entreprise sont passagères, c'est un peu dur de tout de suite lui dire qu'il faut mettre la clé sous la porte. On va essayer de l'aider à traverser ces difficultés, à renflouer ses caisses, pour payer ses dettes. Parce qu'il faut savoir que la liquidation, finalement, c'est assez coûteux. La liquidation, c'est quoi ? C'est donc, voilà, encore une fois, on ferme l'entreprise, on met la clé sous le tapis, on revend tout ce que l'entreprise avait, sa camionnette, son bâtiment, toutes les machines auxquelles on peut penser. Et avec l'argent qu'on a récupéré, on va aller payer les banques, l'État, etc., toutes les créanciers auxquels l'entreprise doit de l'argent. Mais ça rapporte rarement beaucoup d'argent, en fait. Quand on fait ça, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est entre 10 et 20% peut-être des dettes qui sont repayées, en fait. Donc la liquidation est coûteuse. Donc c'est pour ça que maintenir l'entreprise en vie, lui permettre de renflouer ses dettes, ça peut permettre de limiter les pertes financières. Et c'est le troisième point. C'est important de laisser le temps à l'entreprise de refaire ses caisses, de refaire sa trésorerie, donc tout simplement l'argent qu'elle peut avoir cash sur elle qui lui permet de rembourser, parce que sinon c'est coûteux et on perd beaucoup d'argent, les banques, l'État, les fournisseurs, etc. Et donc ça, cette école de pensée-là, c'est un peu une préférence portée par la France. La France a la culture de vouloir sauver les entreprises, ou du moins les emplois. Comme je disais, c'est l'un des premiers arguments, c'est pourquoi sauver les entreprises ? Pour sauver les emplois. Donc voilà, ça c'est une première école, sauver les entreprises. La deuxième va avoir plutôt tendance à dire que, non, goodbye my friend, il faut arrêter l'acharnement thérapeutique. Si l'entreprise est peu efficace, ça sert à rien de la tenir à bout de bras à coup de subventions. Il y a un moment, il faut savoir arrêter, finalement c'est ça qui va nous faire perdre plus d'argent qu'autre chose. Il faut savoir tout vider, tout liquider et passer à autre chose. Et notamment, laisser la place à de nouvelles entreprises. Ça, c'est le deuxième argument. C'est revendre la camionnette, revendre le bâtiment et virer les employés. Ça va permettre à d'autres entreprises peut-être plus productives de se réapproprier cette camionnette, ces bâtiments, ces machines et ces employés et de faire à nouveau fonctionner l'économie, de participer à la croissance du pays. Donc cette école de pensée-là, c'est un peu la destruction créatrice de Schumpeter. C'est une innovation arrive et détruit les innovations précédentes. Là, c'est un peu la même idée. C'est les entreprises les plus productives, finalement, roulent sur les entreprises qui sont en difficulté. Un troisième argument, c'est décourager le défaut stratégique. Il faut liquider les entreprises pour éviter que les dirigeants d'entreprise se mettent en défaut stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si l'entreprise emprunte auprès de plein de banques, plein d'argent, et sait que lorsqu'elle aura des difficultés, l'État sera là pour la soutenir et va absolument essayer de chercher à trouver une solution.
et ben le manager, il peut un peu se reposer sur ça. Il peut se dire, c'est pas grave, j'emprunte, de toute façon, je sais qu'en cas de difficulté, ça ira pour moi parce que l'État est de mon côté. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait la menace de la liquidation pour que les dirigeants d'entreprise empruntent de manière raisonnée. C'est pourquoi avoir une liquidation assez fréquente, finalement, ça décourage ce genre de comportement opportuniste et le défaut stratégique. Cette école de pensée-là, elle est portée par l'Allemagne, qui va avoir tendance à ne pas trop sauver ses entreprises, mais plutôt à laisser les banques décider du sort des entreprises, et souvent c'est la liquidation. Donc je vous donne deux exemples, voilà, sans rentrer vraiment dans les modèles théoriques, hein, c'est pas trop l'idée ici, juste avoir les intuitions derrière l'une ou l'autre des préférences que l'on voit appliquées concrètement dans des pays. Mais il faut savoir qu'à l'international, il y a quand même une tendance. On a tendance à choisir une école plutôt qu'une autre. Et l'école qu'on choisit, c'est le sauvetage des entreprises. Tout simplement parce que la productivité agrégée au niveau mondial diminue. On a tendance à être moins productif, il y a moins de croissance, on en parle souvent, que quand il y a un point de PIB de croissance, c'est un peu la folie, on sait plus où se mettre parce que c'est génial. C'est plus les 30 glorieuses, c'est ça que je veux dire. Et donc les entreprises sont moins productives. Donc si on commence à liquider à tour de bras toutes les entreprises qui sont un peu moins efficaces, on va se retrouver avec beaucoup de chômage et c'est pas l'idéal. C'est pourquoi à l'international, ou du moins dans les pays occidentaux, la tendance est plutôt de privilégier le rebond des entreprises. Et donc nous, on va se baser sur ça, sur le fait que le sauvetage de l'entreprise est plutôt souhaitable, du moins lorsque l'entreprise est viable. Voilà, donc ça c'était un petit peu la théorie, pourquoi sauver les entreprises. Maintenant, comment sauver les entreprises? Donc comme je disais, à l'international, on veut sauver les entreprises, et notamment l'Union européenne, qui invite ses pays membres à sauver ces entreprises. Donc il y a quelques mois, il y a une directive qui est passée pour que tous les pays de l'Union européenne implémentent une loi dans leurs droits nationaux qui soit semblable d'un pays à l'autre pour faciliter la restructuration de l'entreprise. Alors il est important d'harmoniser le droit des faillites. Pourquoi? Parce que pour une banque, pour un créancier, c'est important de se dire dans un espace économique qui se veut homogène que voilà, que mon entreprise elle soit en Italie, qu'elle soit en Espagne, qu'elle soit en Slovénie, je sais à quoi j'ai affaire, je sais quel est le droit des faillites qui m'attend en cas de difficulté. Donc harmoniser le droit des faillites, c'est vraiment renforcer le tissu économique, le rendre plus homogène au sein des pays membres de l'Union européenne. Donc c'est un peu l'ambition de cette directive. Et il y a notamment une option, on va dire, de cette directive qui nous intéresse énormément dans notre travail de recherche, c'est la proposition, la recommandation d'implémenter dans chaque pays européen une procédure de restructuration préventive. Alors c'est un gros mot, je vous l'accorde, je vais revenir dessus dans un instant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a une procédure de restructuration préventive depuis 2006 déjà. Qui s'appelle la procédure de sauvegarde. Et donc c'est du pain béni pour nous parce qu'on a déjà en place depuis plus de 15 ans, donc avec un recul nécessaire, une procédure qui doit être implémentée dans tous les pays membres. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le recul qu'on a en France pour évaluer l'efficacité économique de cette procédure et pour dire si effectivement c'est une bonne idée ou pas de l'implémenter dans tous les pays européens. D'accord? Donc on veut tester a posteriori, donc c'est une évaluation qu'on appelle ex post. Une fois que la loi est passée, on attend un peu pour avoir des données pour tester son efficacité, pour faire des propositions de politique publique aux pays qui doivent l'implémenter. Ok, maintenant que j'ai dit ça, on va rentrer un peu vraiment dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est que la restructuration préventive? Donc je vous ai fait un joli diagramme pour essayer de voir un peu le chemin que prend une entreprise en difficulté en France. Donc l'entreprise en difficulté, de manière traditionnelle, elle n'avait pas trop le choix. Elle était obligée d'attendre et d'espérer que ces difficultés se résolvent finalement. Quand je dis entreprise en difficulté, je veux dire qu'elle commence à sentir les difficultés arriver, mais les difficultés ne sont pas encore tout à fait là, d'accord? Elle a le temps, on va dire, de les voir venir. Donc elle attend en espérant que ça aille mieux, c'est le chemin en vert, mais si jamais ça va pas mieux, si jamais les conditions se dégradent énormément, elle peut être sujette à la liquidation directement. Si jamais ça va pas mieux, mais que l'entreprise est toujours viable,
elle peut rentrer en redressement judiciaire. Donc l'idée du redressement judiciaire, c'est que tous les créanciers, donc banques, fournisseurs, États, vont se réunir autour d'une table et vont discuter. Ils vont se demander, ok, quel plan de restructuration peut-on mettre en place pour sauver cette entreprise? Donc comme je disais, un plan de restructuration, c'est repenser la dette. C'est dire, ok, bon, tu me dois 10 000 euros en 10 ans, on va dire que ça va être 8 000 euros en 15 ans. D'accord? Je te donne un coup de pouce, j'essaie de te faire repartir. Mais ça dépend de la bonne volonté des créanciers. D'accord? Les banques, elles doivent se mettre d'accord entre elles pour donner cette seconde chance à l'entreprise. Faute d'accord, l'entreprise sera liquidée. Donc ça, c'est le premier chemin, c'est le chemin classique. L'entreprise en difficulté en France, depuis 2006, elle peut décider d'anticiper ces difficultés. Elle peut choisir de rentrer en procédure de sauvegarde. Donc la procédure de sauvegarde, c'est exactement pareil que le redressement judiciaire. C'est les banques qui vont discuter entre elles et vont essayer de trouver un plan, une solution, un arrangement pour que l'entreprise survive. Faute de plan, l'entreprise peut être liquidée. Mais la grosse différence entre la sauvegarde et le redressement judiciaire, c'est ce que j'ai essayé de vous présenter avec ces ronds en pointillés, c'est que le redressement judiciaire suggère une cessation des paiements. Bon, c'est un peu technique, j'en suis navré, mais ce terme est très important ici. La cessation des paiements, c'est quand l'entreprise ne peut plus payer ses dettes, tout simplement. Elle n'a plus l'argent dans les caisses. Elle ne peut plus concrètement honorer ses paiements. La cessation des paiements provoque l'ouverture d'un redressement judiciaire. Il n'y a pas le choix, c'est légal. Alors qu'en sauvegarde, et c'est pour ça que c'est préventif, l'entreprise n'est pas encore en cessation des paiements. Elle peut encore en théorie payer ses dettes. C'est juste qu'elle est en difficulté, qu'elle voit que ça ne va pas s'arranger, et donc elle décide d'anticiper et de d'ores et déjà demander à ses banques de se réunir pour trouver une solution. Et ça, c'est très important. Cette différence entre les deux procédures, cette cessation des paiements, est un peu fondamentale. Je vais revenir dessus. Ok, donc voilà à quoi ressemble le droit des faillites en France, de manière très schématique. La question qu'on se pose, c'est est-ce que la sauvegarde est plus efficace que le redressement judiciaire? Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que la sauvegarde permet la survie de plus d'entreprises que le redressement judiciaire? Est-ce qu'elle va permettre plus de restructuration que le redressement judiciaire? Donc nous, on étudie l'efficacité économique dans le sens réussir à faire survivre l'entreprise, qui est une définition discutable, hein, parce que l'entreprise, ça se trouve, elle va survivre alors qu'elle n'est pas productive, etc. Mais nous, on ne se pose pas cette question ici. On a décidé seulement de se pencher sur la capacité du droit à sauver les entreprises en détresse. Ok, donc quand on regarde les chiffres de manière complètement brute, donc juste les données de la Banque de France, hein, j'ai pris toutes les entrées en procédure de sauvegarde, en procédure de redressement, j'ai fait des stats. Quels sont les pourcentages de chances de parvenir à un plan de restructuration et quels sont les pourcentages de liquidation après la sauvegarde et après le redressement judiciaire? Et donc les résultats, on peut voir sur ce graphique, sont assez frappantes, c'est-à-dire que près de 2/3 des entreprises en sauvegarde parviennent à un plan, contre seulement un quart, un peu plus d'un quart, en redressement judiciaire. Les 2/3 des entreprises en redressement judiciaire, elles vont en liquidation. Donc ça, c'est juste en termes de est-ce que les créanciers arrivent à se mettre d'accord pour me donner une seconde chance? On voit que la sauvegarde est plus efficace que le redressement. L'histoire s'arrête pas là, hein, parce que c'est bien beau d'avoir un plan de redressement, faut-il encore survivre une fois que j'ai ce plan? C'est bien beau, hein, je paye plus ma dette en 10 ans, je la paye en 15, mais bon, ça veut dire qu'il faut survivre encore 15 ans. C'est ce qu'on regarde sur le graphique de droite, la survie des entreprises après le plan de restructuration, et on voit qu'en sauvegarde, la survie semble meilleure qu'en redressement judiciaire. Hein, on a près de 70% des entreprises en sauvegarde qui sont encore en vie 5 ans après l'obtention d'un plan, contre seulement 40% en redressement judiciaire. Donc si on s'arrête à ça, il n'y a pas photo. La sauvegarde semble bien plus efficace que le redressement judiciaire. Il faudrait conseiller à toutes les entreprises d'aller en sauvegarde, parce que ces résultats sont meilleurs. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là, parce que ça, ce sont des corrélations, ce ne sont pas des liens de cause à effet. Donc, quand on se pose la question, pourquoi est-ce que la sauvegarde est meilleure par rapport au redressement judiciaire, on va commencer à voir que c'est pas un lien de cause à effet, que c'est pas un lien de cause à effet, pardon, que c'est une simple corrélation. On va essayer de donc trouver les explications derrière les meilleurs résultats de la sauvegarde par rapport au redressement judiciaire.
Donc nous, on a vu ici 3 possibles explications pour les meilleurs résultats de la sauvegarde par rapport au redressement. La première, et c'est la plus évidente, les entreprises qui sont en sauvegarde sont meilleures que celles qui sont en redressement judiciaire. Et ça, c'est assez intuitif, parce que l'entreprise en sauvegarde, elle n'est pas en cessation des paiements, elle peut encore payer ses dettes. Alors que l'entreprise en redressement judiciaire, pour elle, c'est déjà un peu tard. Du coup, forcément, les entreprises en sauvegarde, elles vont avoir plus de chances d'avoir un plan et de survivre, parce que de base, leur santé financière est meilleure. Donc ici, on a ce qu'on appelle un biais de sélection, comme un filtre, si vous voulez, devant la sauvegarde qui va filtrer, qui va prendre que les meilleures entreprises, alors qu'en redressement, on a toutes les entreprises, dont les moins bonnes, et donc forcément, la sauvegarde a de meilleurs résultats, on ne peut pas conclure directement, on a un biais de sélection. Deuxième hypothèse, qui pourrait expliquer les meilleurs résultats de la sauvegarde par rapport au redressement, peut-être que les deux procédures sont différentes. Peut-être que la procédure de sauvegarde est plus efficace par rapport au redressement. Et en fait, non, pas vraiment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment la même idée. C'est les banques qui vont se réunir autour d'une table, qui vont dire oui ou non, dans les deux cas. Dernière hypothèse, peut-être que les créanciers, donc les banques, fournisseurs, etc., distinguent les deux procédures. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le redressement, il est connu pour pas être très bon. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on sait que quand une entreprise rentre en redressement, c'est assez mauvais signe. Ben, peut-être que par un effet autoréalisateur, les banques savent que le redressement va mal finir et du coup, elles veulent pas s'engager dans des négociations, elles veulent pas trouver d'accord et de fait, elles ne vont pas en trouver et l'entreprise va être liquidée. D'accord? Donc c'est en fait l'effet de mauvaise réputation du redressement qui va entretenir un petit peu ces mauvais résultats en créant de mauvaises conditions à l'entreprise qui est en redressement. Elle va voir ses clients la quitter, etc. Son environnement économique va se casser la figure et elle va échouer à cause de ça. Alors qu'en sauvegarde, la sauvegarde est connue pour mieux fonctionner. Et là, les créanciers seront beaucoup plus à même de négocier et peut-être que, par ici, un effet autoréalisateur aussi, la sauvegarde va effectivement fonctionner. Et nous, c'est ça ici qu'on va vouloir mesurer. On va mettre en place une méthode statistique, une méthode économétrique, pour identifier si effectivement cet effet de réputation peut être en jeu dans les meilleurs résultats de la sauvegarde. Et pour ça, il va falloir qu'on se débarrasse de la première hypothèse. Il va falloir qu'on se débarrasse du biais de sélection. On ne veut pas comparer des pommes et des bananes, on veut comparer les pommes entre elles. Or, les entreprises des deux groupes sont trop différentes. Donc là, je vais vraiment rentrer encore plus dans le détail et je vais vous montrer en quoi on va réussir en fait à se libérer de ce biais de sélection, de ce filtre, pour comparer des entreprises comparables. Donc, un petit peu d'économétrie. Accrochez-vous, ça commence à être un peu technique. Pour se débarrasser de notre biais de sélection et comparer des pommes et non plus des pommes et des bananes. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on se débarrasse des bananes. Je ne veux plus entendre parler de redressement judiciaire. Je vais me concentrer sur les entreprises qui rentrent en sauvegarde. Donc on n'a que des entreprises qui sont similaires entre elles, d'accord? Elles sont toutes meilleures, elles ont toutes pas encore en cessation des paiements. A priori, elles sont comparables entre elles. Et, alors je vous ai un petit peu menti tout à l'heure, ici j'ai un détail en plus qui est très important, c'est que les entreprises en sauvegarde, oui, elles peuvent obtenir un plan, faute de plan, elles peuvent être liquidées, mais elles peuvent également être converties en redressement judiciaire. Pourquoi est-ce que l'entreprise en sauvegarde est convertie en redressement judiciaire? Tout simplement lorsqu'elle tombe en cessation des paiements. Lorsque l'entreprise en sauvegarde finalement voit sa situation se détériorer et n'arrive plus à payer ses dettes, eh bien cette entreprise-là va être jugée par son tribunal comme étant tombée en cessation des paiements, et donc elle va être convertie en redressement judiciaire, et j'ai envie de dire que ici ma pomme rejoint les bananes en fait, et elle va elle aussi avoir un peu le parcours du redressement judiciaire. Donc ici, on a déjà des entreprises, on veut comparer celles qui restent en sauvegarde et celles qui sont converties en redressement judiciaire. Donc on a des pommes et des poires, quoi. Ça commence à être un peu mieux, c'est un peu plus comparable, mais c'est pas encore ça, parce que l'entreprise qui est convertie en redressement judiciaire, elle est en moins bonne santé que celle qui reste en sauvegarde. Donc de la même manière, une comparaison directe des résultats serait biaisée. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser toute une partie des entreprises qui sont converties en redressement judiciaire, mais qui auraient pu ne pas l'être. Je reformule.
certaines entreprises en sauvegarde vont être à la frontière de la cessation des paiements, c'est-à-dire que ça ne va pas être clair. Le tribunal de Brest va dire une chose, celui de Nantes va dire autre chose. Par exemple, si voilà, mon entreprise peut vendre sa camionnette pour rembourser ses dettes, bon ben voilà, elle est à l'heure, elle n'est pas en cessation des paiements. Mais peut-être que vendre sa camionnette, c'est pas une excuse pour avoir l'argent. Peut-être que vendre une camionnette, c'est compliqué, ça prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et que du coup, on ne peut pas considérer que c'est de l'argent disponible. Et du coup, cette entreprise, on peut dire non, non, elle ne peut pas payer ses dettes, je la mets en cessation des paiements, je la convertis en redressement judiciaire. Donc on va avoir toutes ces entreprises pour qui c'est pas clair. La notion de cessation des paiements, qui est finalement une loi, va être sujette à interprétation. Et selon l'interprétation qu'on en fait, toutes ces entreprises qui sont borderline entre rester en sauvegarde et être converties en redressement judiciaire vont nous permettre d'identifier l'effet propre du redressement judiciaire par rapport à la sauvegarde. Je vais encore une fois être un peu plus clair, enfin essayer d'être un peu plus clair, entrer un peu dans les détails. Quand on regarde cette magnifique carte de la France, avec, oui c'est moi qui l'ai fait, donc s'il vous plaît dites qu'elle est belle, avec tous les tribunaux de commerce en France, ici j'ai essayé de représenter les différences de comportement entre chaque tribunal. En rouge, on a les tribunaux qui convertissent le plus, donc jusqu'à 50% de leurs sauvegardes vont être convertis en redressement judiciaire, parce que ces tribunaux-là, ils plaisantent pas. Quand ils voient qu'il y a une entreprise en sauvegarde qui commence à avoir des difficultés, ils la convertissent direct en redressement judiciaire. J'exagère, je grossis le trait évidemment, mais l'idée, voilà, c'est qu'ils vont avoir une interprétation de la loi qui vont être assez strictes. C'est par exemple le cas à Brest, en rouge foncé, alors qu'en beige, on va avoir les tribunaux comme Nantes, qui vont convertir entre 0 et 10% uniquement de leur sauvegarde en redressement judiciaire. Donc eux, ils vont être beaucoup plus tranquilles, ils vont dire non, non, la camionnette, c'est bon, vous pouvez la vendre, vous n'êtes pas en cessation des paiements. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment de se dire pour une même entreprise, selon si elle tombe à Brest ou à Nantes, le résultat ne sera pas le même. À Brest, elle sera convertie en redressement judiciaire. À Nantes, elle ne sera pas convertie en redressement judiciaire. Et on va utiliser finalement cette hétérogénéité, on appelle ces différences entre tribunaux, excusez-moi, pour identifier l'effet propre de la conversion en redressement judiciaire sur les chances de survie de l'entreprise. Et c'est là où je vais vraiment être technique. Promis, je ne rentre pas dans les détails des équations, c'est juste pour vous donner une idée de à quoi ressemble l'économétrie et qu'est-ce qu'on fait finalement avec nos données, comment est-ce qu'on les traite. Et bien on les traite comme ça, avec des équations. Ici, c'est la méthode des variables instrumentales, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire, on peut dire modéliser, on va prédire la conversion d'une entreprise selon le tribunal dans lequel elle tombe, et on va utiliser cette conversion prédite, donc je rappelle, c'est la conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde. Donc on va utiliser cette conversion prédite pour estimer les chances qu'a l'entreprise de survivre, selon si le tribunal dans lequel elle est tombée finalement. Et donc si ça marche, et il y a plein d'hypothèses qu'on doit tester pour prouver que notre modèle il est valide, notamment que les taux de conversion des tribunaux soient aléatoires, on ne doit pas pouvoir les expliquer, sinon ça ne marche plus, tout ce genre de détails-là, qui va nous permettre de dire que voilà, l'effet de la conversion, c'est le bêta dans ma deuxième équation, c'est bien l'effet causal de la conversion en redressement judiciaire sur la survie de l'entreprise. Ok, je m'arrête là pour le côté... Ah non, je m'arrête pas là pour le côté technique, pardon. J'ai un beau tableau qui vous présente ces équations, ça se transforme en tableau illisible comme celui-ci, où la première ligne, si vous pouvez juste zoomer et voir les deux premiers chiffres, 43 et 76, c'est les pourcents de chances en moins qu'a l'entreprise convertie en redressement judiciaire de survivre. Donc c'est un effet qui est très très grand. Je pourrais revenir sur ce tableau pour ceux qui souhaitent en faire la lecture. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer à quoi ressemblent des tableaux en économétrie. Je suis sûre que l'économie n'est pas la seule science à avoir ce genre de résultats. Ok, concluons sur le chapitre 1. Merci pour ceux qui sont restés avec moi jusqu'au bout. Les résultats principaux sont les suivants. L'entreprise qui rentre en sauvegarde et qui a été convertie en redressement judiciaire a de 50 à 75% de chances en moins de survivre, ce qui est énorme. Donc nous, le résultat qu'on voit ici, c'est juste que la sauvegarde permet beaucoup mieux de préserver les chances de survie de l'entreprise par rapport à une conversion en redressement judiciaire.
L'interprétation, donc c'était l'hypothèse 3 que j'ai exposée plus haut, c'est que les créanciers distinguent entre les deux procédures. D'accord? C'est l'effet réputation du redressement judiciaire qui fonctionne mal, les banques ont peur, elles prennent pas le risque. Par rapport à la sauvegarde, ah oui, ça c'est une bonne procédure, ça marche bien, et du coup donne par effet autorisateur plus de chances aux entreprises en sauvegarde. Pourquoi est-ce qu'on conclut sur cette hypothèse-là et pas sur les deux autres? Tout simplement parce qu'ici, on a supprimé le biais de sélection, c'est pour une même entreprise, selon si elle rentre dans un tribunal ou dans un autre, et que on considère que c'est un effet causal de la procédure sur la chance de survie. Donc la conclusion, les procédures préventives sont efficaces, donc nous on va prêcher la bonne parole en Europe, il faut implémenter une procédure de restructuration préventive dans votre pays, ça marche hyper bien en France, regardez-moi ça. Voilà, ce sont un peu nos recommandations de politique publique qu'on va ensuite pouvoir diffuser, mais bon là ça rejoint un aspect un peu plus politique, parce qu'il faut que la volonté des États soit présente derrière pour effectivement mettre en place ces lois. Par exemple, l'Allemagne est un peu réticente, sans surprise. Voilà, ça c'était mon chapitre 1. J'arrive tout de suite au chapitre 2 puis au chapitre 3 qui seront beaucoup plus courts, je vous rassure. C'était pour vous montrer un peu le processus de réflexion en économie, qu'est-ce que c'est que l'économétrie, quels sont les écueils auxquels on doit faire face. Et ce chapitre, je l'ai déjà terminé, donc on peut dire que j'ai déjà fait un tiers de ma thèse, ce qui est une bonne chose, je m'auto-applaudis parce que c'est quand même une bonne chose de fait, on va dire, et qui me permet d'avoir le temps de réflexion sur mes 2 chapitres suivants. Et maintenant, je vais vous présenter dans les grandes lignes le chapitre 2, sur lequel j'ai pas de résultat encore une fois, parce que je suis en cours, et sur lequel la réflexion est en cours pour essayer de dépasser tous les obstacles qu'en tant que chercheur on rencontre. Et je vais vous présenter ces obstacles. Mon chapitre 2, grosso modo, c'est les banques prêtent-elles encore? L'entreprise a survécu, félicitations, vous êtes en plan de restructuration, vous avez passé le plus dur, la sauvegarde ou le redressement judiciaire, pour nous là c'est la même chose. Est-ce que vous allez encore réussir à emprunter auprès de votre banque? Parce que 10 ans, c'est long, un plan de restructuration. Donc il faut pouvoir encore avoir accès à l'argent des banques, des fournisseurs, etc. pour que l'entreprise puisse survivre, c'est indispensable. Mais lorsque l'entreprise est en restructuration, c'est un fait, on l'observe, elle emprunte un peu moins auprès de sa banque. Parce que la banque, peut-être elle est frileuse, voilà, c'est justement la question qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'elle emprunte moins? Et surtout, dans quelle mesure elle emprunte moins? On veut mesurer ce qu'on appelle donc la restriction au crédit bancaire, les robinets du crédit qui se ferment, de quelle ampleur est cet effet. Ça paraît simple comme ça, mais là encore une fois on fait face à plein d'écueils qu'il nous faut surpasser. Un premier exemple, c'est les entreprises qu'on va observer emprunter après restructuration, donc celles qui sont en plan de sauvegarde de redressement, elles vont effectivement pouvoir emprunter, et on va vouloir mesurer que leurs prêts sont plus faibles que ceux d'une entreprise saine, d'une entreprise qui est en bonne santé. Le problème, c'est que ces entreprises qui empruntent après restructuration sont d'une part celles qui sont encore en vie, parce qu'on l'a vu, il y en a plein qui meurent, et d'autre part les meilleures, celles qui vont effectivement pouvoir emprunter. Parce que si la banque dit non à la plupart des entreprises, celles qu'on observe pouvoir emprunter, ça va être les meilleures du lot. Et donc ici, on a une nouvelle fois un biais de sélection. Encore une fois, on a un filtre qui fait que les données qu'on observe, les entreprises qu'on voit, sont celles qui sont les meilleures. Donc ça peut être tout simplement notre objet d'étude. On peut se dire, voilà, pour ces entreprises en particulier, est-ce qu'elles empruntent moins et si oui, de combien? Mais ça ne répond pas exactement à la question. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'effet du plan de restructuration sur l'emprunt pour toutes les entreprises, pas que celles qui parviennent effectivement à emprunter. D'accord? Donc ça, c'est un premier exemple d'obstacle qu'on doit surpasser. Deuxième exemple. Les entreprises empruntent moins à cause de la faillite, ou est-ce qu'elles sont en faillite parce qu'elles empruntent moins? C'est-à-dire que, d'accord, la banque, elle a peur parce qu'elle voit que l'entreprise est risquée, du coup elle arrête de lui prêter, ou est-ce que cette entreprise-ci en particulier est rentrée en faillite parce qu'elle a un comportement qui l'invite à moins emprunter que ses homologues? Enfin, vous voyez, ici en fait on a une causalité inverse qui fait qu'on ne sait pas dans quel sens ça joue, et il va falloir réussir à remettre ça dans le bon sens pour bien mesurer l'effet souhaité et pas l'effet inverse. Et ça, c'est un cauchemar. Pour le coup, c'est vraiment pas facile à identifier. Troisième exemple. Ok,
l'entreprise en restructuration emprunte moins. Mais est-ce que c'est un effet offre ou un effet demande? Par là, je vais dire, est-ce que c'est les banques qui ont peur et qui refusent de leur prêter de l'argent, ou est-ce que c'est les entreprises qui ont peur et qui refusent d'emprunter? D'accord? Parce qu'on peut penser que l'entreprise, elle s'est vue passer par le tribunal de commerce, elle n'a pas franchement envie d'y retourner, et du coup, elle va limiter ses emprunts, elle va arrêter d'aller s'endetter à droite à gauche parce que maintenant elle a peur. Donc ici, il faut identifier le canal de transmission. C'est pas tant un biais qu'une nuance, enfin pas une nuance, mais un point très important qu'il nous faut absolument identifier. Pourquoi? Parce que sinon, tout simplement, on peut arriver à des contresens en termes de politique publique. Si c'est pas la banque qui coince, mais l'entreprise, dans ce cas, la politique publique n'est pas du tout la même. D'accord? Les implications que ça a sont pas les mêmes. En règle générale, tous ces biais peuvent fausser la mesure, et donc il faut vraiment faire attention à bien les prendre en compte pour pouvoir avoir un effet, on va dire une mesure correcte. Et alors pour la petite histoire, donc ça c'est mon chapitre en cours, et donc comme je disais, j'ai accès aux données à la Banque de France, où j'ai beaucoup de données, où j'ai vraiment ouvert ça comme un matin à Noël, en mode « oulala, je vais vraiment m'amuser ». Et en fait, le problème, c'est qu'à me jeter tête bêche dans les données, et tous ces billets, je les avais pas forcément en tête. Et c'est un petit peu, moi, mon verre plein pendant cette période de confinement, c'est que je suis obligée de prendre du recul et de me poser les bonnes questions, d'aller voir dans la littérature et de pas tout simplement me dire là, j'ai une causalité, alors que non, j'ai au mieux une corrélation. Et des résultats qui peuvent être très critiquables si la stratégie d'identification derrière, la méthode économétrique, n'est pas rigoureuse. Donc voilà, ça, c'est le travail en cours, le travail qui n'est pas toujours très facile, mais on espère bientôt avoir des résultats. Maintenant, troisième chapitre, qui est un chapitre ouvert. J'ai pas encore défini le sujet, encore une fois j'ai des idées, mais rien de concrètement entamé. En théorie, je ne le ferai qu'à la troisième année de ma thèse. Donc je vais vous proposer un florilège de questions pour vous montrer à quel point le droit des faillites, l'économie des entreprises en difficulté, ce domaine-là est vraiment riche et il y a beaucoup de questions auxquelles il y a des débuts de réponses parfois, mais sur lesquelles on peut encore faire beaucoup de travail. Excusez-moi. Premier exemple. Les entreprises empruntent-elles trop? Parce qu'il faut savoir qu'en France, les entreprises sont très endettées. On a un vrai surendettement qui peut poser la question de est-ce que ce surendettement ne fragilise pas les banques? Si on imagine une grosse entreprise demain qui fait faillite, qui n'arrive plus à rembourser ses banques, ou à hauteur de 20% en moyenne, c'est ce que la liquidation permet, est-ce que ça ne va pas fragiliser les banques et donc l'économie? Est-ce que la banque ne peut pas faire défaut à cause de ça? En gros, est-ce qu'il existe des entreprises too big to fail? Celles qu'il faut absolument sauver, sans quoi ça met l'économie en péril. Ça, c'est une vraie question de stabilité financière. Donc ici, on a encore un sous-domaine de l'économie inexploré jusque-là, qui révèle beaucoup de questions aussi en termes de régulation bancaire. Est-ce que les banques doivent beaucoup prêter aux entreprises endettées, etc. Donc ça, voilà, serait plutôt finance, stabilité financière, etc. Deuxième question. Ce que je disais tout à l'heure, les entreprises liquidées, elles doivent permettre de revendre leur matériel, de libérer des employés pour bénéficier à une nouvelle entreprise plus productive. C'est la théorie. Est-ce qu'en pratique, c'est le cas? Est-ce qu'on observe une réallocation efficace des facteurs de production? Donc ici, on a un peu une analyse territoriale. On va se demander si voilà une entreprise qui fait défaut à tel endroit, est-ce qu'on va avoir une autre entreprise qui va arriver, qui va prendre sa place? C'est une question d'effet d'externalité, plutôt a priori négatif, quoique peut-être positif sur l'environnement de l'entreprise qui a fait faillite. Voilà, est-ce que finalement la liquidation et la réallocation des facteurs de production est efficace? C'est un sujet également susceptible de m'intéresser en troisième chapitre. Un sujet d'actualité serait la question du réchauffement climatique et de l'augmentation du nombre de catastrophes naturelles. Est-ce que ça impacte les entreprises? Est-ce que ça provoque plus de faillites? Et est-ce que ça se voit au niveau de l'économie? Est-ce que ça met en danger l'économie? De la même manière, ici ça peut être un impact, une étude territoriale qui va se poser la question donc à des niveaux très localisés et qui est très non seulement très actuel, mais qui en plus est le genre d'événement qu'on aime bien étudier en économie, tout simplement parce que les catastrophes naturelles sont aléatoires. C'est-à-dire qu'un cyclone, bon en France il n'y en a pas beaucoup, à la limite dans les dom-toms,
euh, qui vient ravager tout un secteur, toute une région et qui va voir plein d'entreprises tomber en faillite, c'est pas quelque chose qu'on peut prédire. Et ça, on aime bien, de manière un petit peu peut-être cynique, parce que ça nous permet d'identifier un effet causal assez facilement. Finalement, il y a assez peu de problèmes ici qu'on doit surpasser dans ce genre d'analyse. Donc voilà, ce sujet-là, j'avoue, il a un petit peu mon attention. Mais surtout, et enfin j'y arrive, le coronavirus dans tout ça. Là, pour le coup, c'est du jamais vu, hein. C'est quelque chose d'une ampleur phénoménale qui touche. Bon, alors moi, je m'occupe principalement de la France, mais on pourrait évidemment mener ça en études internationales. Et bon, les impacts peuvent être modélisés, hein. On s'attend, la COFAS a publié une étude avec une attente de 15% de défaillance en plus en France. Mais ça, c'est sans compter sur les aides du gouvernement pour les dites entreprises en difficulté. Donc ici, ça va être très compliqué d'identifier l'effet causal du coronavirus, puisqu'il y a beaucoup d'autres facteurs, notamment les aides des gouvernements. Il y a aussi le fait que toutes les entreprises sont touchées en même temps, donc il est difficile de trouver ce qu'on appelle un contrefactuel ou un groupe de contrôle. C'est comme si vous donniez le même médicament à tous vos patients. Du coup, vous n'avez aucun patient avec qui tester la différence pour voir quels sont les effets du médicament, puisque tout le monde a été traité. Donc ici, c'est un vrai challenge en termes d'identification. Comment est-ce qu'on voit l'effet causal du coronavirus? De toute façon, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Là, en ce moment, les tribunaux de commerce sont même fermés. Donc si vous me demandez qu'à moi, il n'y a pas de faillite en France en ce moment. Bon, c'est pas vrai. Il y a les plus grosses faillites qui sont quand même enregistrées, mais on va avoir une rupture dans les données qui va aussi donner des résultats statistiques potentiellement complètement tronqués. Donc voilà, toutes ces genres de questions dont je n'ai effleuré que la surface. Je vais essayer de voir si je pourrais y répondre. Et si d'ailleurs vous avez des idées, des suggestions, des pistes, ou juste envie de parler, je serais ravie d'échanger avec vous dans les questions pour aborder ce problème, notamment du coronavirus. Et donc, on va commencer les questions directement avec CXZ, hein, je t'en prie, ouvre la marche. D'accord. Eh bien, Léna, merci beaucoup pour la présentation, c'était cool. Je pense même de pouvoir parler un peu pour la plupart des gens qui sont là. T'aurais pu être plus technique, c'est pas très grave. Mais quelques matheux dans le lot, ça serait fait un malin plaisir de dire tout ça. J'avais... alors ma première question, je suis pas sûr que tu y aies déjà répondu parce que ça a coupé pile poil quand tu as abordé le sujet à la toute fin, quand tu as évoqué justement l'impact du confinement avec le coronavirus sur l'économie française. Est-ce que tu as énoncé ce qu'on a comme estimation d'entreprises parce que c'est qu'une estimation, hein. Est-ce qu'on a une estimation des entreprises dites en difficulté dans le premier quart 2020? Est-ce qu'on sait à peu près à quoi on va se retrouver d'ici fin de l'été, je dirais? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Alors oui, effectivement, ça a dû couper au très mauvais moment, comme tu l'as dit. Les chiffres estimés pour la France sont de 15% de défaillance en plus. Alors c'est pas quelque chose que j'ai précisé pendant la présentation, mais il faut savoir que les défaillances, en moyenne, chaque année en France, c'est 30 000 entreprises qui sont redressées, 20 000 entreprises pardon, qui sont redressées et 30 000 entreprises qui sont liquidées. Donc en tout, 50 000 entreprises qui sont passées par une procédure et qui ont fini ou bien par rebondir ou bien par être liquidées. Donc c'est pas négligeable, hein, ça fait beaucoup d'entreprises et donc on attend une hausse de 15% de ces faillites. Mais ces chiffres ne prennent pas en compte toutes les mesures de l'État pour essayer d'y remédier. Donc il faudra probablement les revoir un peu à la baisse, quoique ce 15% est déjà une estimation basse qui a été tirée de la prévision de croissance en fait, mais une estimation basse de la prévision de croissance ou de récession pour être plus exact. On est d'accord que c'est pas 15% des entreprises dont on parle, c'est 15% d'augmentation de ces 50 000. C'est ça. Ok, 15% d'augmentation. C'est pas les mêmes 15%, effectivement. C'est pour ça que je préfère répéter, parce que j'ai entendu 15%, j'ai fait oula. Non, ok, c'est pas les mêmes. En plus, ouais. J'avais une autre question. Tu parlais tout à l'heure de la réputation que les banques accordent à l'une ou l'autre méthode pour traiter le cas des entreprises en difficulté. Tu parlais du fait que, par habitude, parce que ça fait longtemps que ça existe, la liquidation ou même le redressement judiciaire, les banques font allez, c'est bon, on achève.
Alors que pour la sauvegarde, c'est cool, c'est bien, c'est des bons résultats. Mais j'ai envie de dire, il va y avoir un biais qui va s'installer il y a plus ou moins inéluctablement, parce qu'on est un peu comme ça, l'être humain. À force de voir des sauvegardes qui échouent, parce qu'il y en a qui échouent, tu parlais d'à peu près un tiers, un quart, ça en fonction de comment on regarde le chiffre. Est-ce que tu anticipes qu'il n'y a pas un moment où la sauvegarde va se retrouver aussi avec sa mauvaise réputation? Il y aura trop de banques qui ont une mauvaise expérience avec ces plans de sauvegarde. Et est-ce que on anticipe qu'il y ait un genre de compte à rebours ou de durée de vie en fait à cette efficacité-là et à ce regard qu'ont les banques sur la sauvegarde? Parce que tu penses que, enfin, parce que tu sais que non, les chiffres sont tellement superbes avec la sauvegarde que du coup, ça devrait très bien se passer et qu'en fait ça devrait se maintenir ou ça va même encore plus se contraster. Alors, je dirais pas que je sais, je dirais que je pense que, ça va se maintenir parce que déjà, c'est des données qu'on a observées à partir de 2006, donc on a déjà 15 ans de recul dessus et les résultats sont plutôt stables, hein. Il n'y avait pas de changement drastique, ces dernières années. Donc je pense que la bonne réputation de la sauvegarde ne va pas être affaiblie par, les liquidations qui ont lieu après une sauvegarde et surtout la sauvegarde, sa réputation, elle se fait par rapport au redressement judiciaire. C'est toujours une efficacité relative en fait. Donc tant que le redressement judiciaire fait pire, je me permets de penser, de croire que la sauvegarde sera toujours vue de manière un peu positive en fait. Et que c'est d'autant plus le cas si la sauvegarde est un peu différenciée du redressement, si les recommandations que nous finalement on suggère à la fin de notre étude, c'est que la sauvegarde doit être rendue encore plus attractive et encore plus différenciée du redressement pour permettre aux bonnes entreprises de vraiment préserver toutes leurs chances de survie. Il ne faut pas l'assimiler au redressement judiciaire, il faut conserver cette bonne réputation qui est une bonne chose parce que ça permet le redressement de... Enfin, le redressement, c'est un mauvais terme. Le rebond de plus d'entreprises. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, nickel. J'avais quelques petits détails que je voulais demander. Comment ça se passe concrètement pour une entreprise? Est-ce qu'elle se considère en difficulté ou est-ce que c'est un organisme de l'État qui intervient? Comment ça se passe? Enfin, parce que une entreprise en difficulté mais qui est en cessation de paiement, c'est pas dur. Il suffit de voir la trésor, il suffit que les banques disent non, non, toi tu payes plus, et puis bim, cessation de paiement. Mais pour la sauvegarde, comment ça se passe? C'est au niveau du bilan, c'est la Alors, chambre du ouais, commerce qui débarque. Qu'est-ce que c'est une très bonne question. Le redressement, effectivement, ça peut être la banque qui va assigner son entreprise en redressement judiciaire, ça peut être l'État aussi, enfin, encore une fois, ça se voit assez vite en fait, donc il n'y a pas trop moyen d'y échapper. La sauvegarde, il y a uniquement le dirigeant de l'entreprise qui peut la déclencher. Donc c'est uniquement lui qui va dire ok, là je commence à avoir des difficultés, j'aimerais qu'on rentre en négociation. Et donc j'avoue, j'ai un peu menti quand j'ai dit que la sauvegarde et le redressement c'était deux procédures relativement semblables, parce que l'une des plus grosses différences, c'est qu'en sauvegarde, le dirigeant conserve beaucoup de pouvoir, et parce que une entreprise qui est en redressement, on peut plus ou moins virer le dirigeant en fait pour prendre les décisions à sa place, si on voit que l'entreprise est mal gérée, etc. En sauvegarde, c'est pas possible. Le dirigeant reste aux manettes et voilà, c'est lui qui a encore beaucoup de pouvoir. Il n'y a que lui qui peut déclencher cette procédure. Donc c'est son ressenti en fait, c'est son appréciation à lui. Et le tribunal peut rejeter la demande de sauvegarde. Il peut dire non, non, vous êtes en bonne santé, vous n'en avez pas besoin. Oui, c'est d'ailleurs à cet égard-là particulièrement que tu parlais de défaut stratégique. C'est-à-dire que vu que c'est une Oui, décision initiée par le patron, ça peut complètement être stratégique et pas du tout un espoir de sauver sa boîte. effectivement. Et c'est pour limiter le défaut stratégique que le tribunal a son mot à dire sur l'ouverture de la sauvegarde. Ouais. Ok. Et du coup, attends, j'ai oublié ce que je voulais dire du coup à propos de ça, parce que c'est une sommeil qui me semble. Si, voilà. Est-ce que ça aussi, ça participe pas au biais de sélection, parce que tu voulais distinguer les bonnes entreprises et les mauvaises entreprises, mais tu avais l'air de parler de plus justement de ressources qui restaient à l'entreprise pour pouvoir justement se relever après un redressement ou une sauvegarde. Mais est-ce qu'une bonne entreprise avec beaucoup de guillemets, c'est pas juste aussi un patronat qui anticipe, enfin une gestion qui anticipe tôt le problème et qui du coup se donne toutes les chances de faire le virage qui vaut bien, quoi. Ouais, absolument, ça fait complètement partie du biais de sélection. D'ailleurs, on considère que c'est peut-être le plus important parce que quand on regarde les dettes en fait des sauvegardes et des redressements, oui, les entreprises en redressement sont beaucoup plus endettées, mais bon, toute chose égale par ailleurs, on a des méthodes pour essayer de comparer des entreprises comparables en termes de ratio de dette, et c'est pas tant ça qui fait le biais de sélection. Selon nous, le biais de sélection, il est surtout au niveau du dirigeant.
parce que le dirigeant qui rentre en sauvegarde, c'est celui qui a une bonne connaissance de son entreprise, qui va anticiper, qui va connaître le droit. Et c'est pour ça qu'on se concentre uniquement sur les entreprises en sauvegarde, parce qu'on considère qu'on n'a que des dirigeants qui se ressemblent, qui vont prendre l'initiative tous de la même manière, et qu'on va regarder celles qui sont converties en redressement judiciaire. Mais malgré l'entrée en redressement judiciaire, on considère que ces entreprises, elles ont toujours le même dirigeant qui était de base proactif en fait. Donc ça reste une pomme. Ouais, c'est une superbe analogie au maraîchage et aux produits frais du terroir. C'était magnifique. C'est tout pour mes questions, donc merci beaucoup pour l'intervention. Eh ben, merci à toi. Merci pour ta question. On va passer à Panta, que je te vois qui est dimutée. Vas-y, je t'en prie. D'abord, merci pour la présentation. C'est vrai que c'était super clair. C'est super intéressant. Moi, j'avais une question. C'est peut-être pas en rapport. Enfin, je sais pas c'est quoi mon rapport avec le sujet, mais du coup, on entend aussi beaucoup parler de nationalisation en ce moment par rapport à la faillite et par rapport au redressement. En fait, ça représente quoi la nationalisation et ce serait quoi l'intérêt d'en faire pour une crise? Alors, c'est une bonne question. J'avoue que là, je suis pas trop experte de ce domaine. Pour moi, la nationalisation, c'est quand l'État devient actionnaire majoritaire. Donc, c'est lui qui a le plus d'actions, c'est lui qui, au conseil d'administration, va avoir le plus de poids. Pour moi, c'est ça une nationalisation. J'avoue que je me suis pas trop posé la question parce que les actionnaires, donc ceux qui détiennent l'entreprise, c'est ceux qui l'ont acheté finalement, c'est pas eux qui vont être concernés par une procédure de redressement ou de sauvegarde, dans le sens où ces procédures, ça paye la dette. Donc là, il faut faire la différence entre la dette et l'action. La dette, c'est vraiment l'entreprise qui va aller toquer à la banque, qui va demander de l'argent. L'actionnaire, lui, il détient l'entreprise, c'est le propriétaire de l'entreprise. Donc si l'État est propriétaire de l'entreprise, c'est lui qui perd tout l'argent si l'entreprise est liquidée, qui va pas être remboursée. Mais je ne saurais pas rentrer plus en détail que ça finalement. En fait, les actionnaires, il faut savoir que c'est les derniers à récupérer de l'argent quand il y a une liquidation ou enfin une procédure de faillite. C'est eux, ils vont prendre l'argent qui reste. Il ne reste jamais rien, ou quasiment jamais, c'est très rare. Moins de 1% des cas finissent avec encore de l'argent pour les actionnaires. Donc, si l'État veut nationaliser des entreprises, je suppose que, en fait, il prend juste beaucoup de risques parce que si l'entreprise fait faillite, c'est lui qui perdra le plus d'argent. Mais je peux pas m'avancer beaucoup plus sur ce domaine parce que j'avoue c'est moins ma spécialité. D'accord. En fait, c'était la seule question que j'avais. Du coup, merci. Ok, merci. Merci à toi. Et du coup, Arnaud, à ton tour, je t'en prie. Ouais. Donc Arnaud de Stupid Economics, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question seulement relative comment dire, j'imagine que la masse des chiffres sur les entreprises est basée sur comment dire, il y a un très grand nombre d'entreprises dont un tout petit nombre de grosses entreprises ou d'entreprises un peu plus qui ne sont pas unipersonnelles. Comment c'est pris en compte dans les chiffres aujourd'hui, dans cette étude-là, cette espèce de grosse différence entre le nombre de grosses entreprises qui est assez minime comparé au nombre de petites entreprises, et est-ce qu'il y a des différences en termes de sauvegarde et de comportement à ce niveau-là? Ouais, alors effectivement, tu as absolument raison. Il y a énormément de petites entreprises, micro-entrepreneurs, et très peu de moyennes, enfin quelques moyennes PME, des petites et moyennes entreprises, et après des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises, il y en a très peu. Donc effectivement, selon du type d'entreprise dont on parle, les enjeux sont pas les mêmes. Parce que si on veut sauver les emplois, c'est plutôt les grosses entreprises finalement qui représentent le plus d'employés. En nombre d'entreprises, ça va surtout être des micro-entrepreneurs, etc. C'est une différence qui est assez importante parce qu'effectivement, les grosses entreprises vont avoir tendance à aller en sauvegarde et les petites entreprises en redressement judiciaire. Et donc là, ça fait aussi partie du biais de sélection. Les grosses entreprises sont les plus résilientes, sont celles qui survivront le mieux, et donc ça peut aussi expliquer les meilleurs résultats de la sauvegarde. Encore une fois, notre stratégie économétrique permet de se débarrasser de ce biais de sélection. C'est-à-dire qu'on va regarder pour une même entreprise, selon si elle rentre dans un tribunal ou dans un autre.
Donc on ne prend pas en compte finalement la taille de l'entreprise parce que c'est toute chose égale par ailleurs pour une entreprise. Mais voilà, encore une fois, la sauvegarde, ça va plutôt s'adresser à de grandes entreprises qui vont avoir une connaissance du droit plus fine, un management plus proactif et qui vont être capables d'aller en sauvegarde, alors qu'en redressement judiciaire, on observe beaucoup de petites entreprises. La plupart, en vrai, des très petites entreprises, elles vont même aller en liquidation sans redressement judiciaire. Donc ouais, non, c'est quelque chose effectivement qu'il faut bien avoir en tête quand on regarde les enjeux. Est-ce que en termes d'emploi, par exemple, si jamais en sauvegarde il n'y avait que des petites entreprises, finalement l'enjeu serait pas si grand. Mais comme on observe une majorité de grandes entreprises, c'est pourquoi la France est si friande de cette procédure de sauvegarde, parce que ça permet de sauver beaucoup d'emplois. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais. Oui, je pense. Après, je comprends pas tout à fait comment la méthode économétrique justement permet de faire cette différence sans que ça soit indiqué d'une certaine manière, enfin sans faire un peu de segmentation. Alors, je peux, si on revient vers les slides, je peux te parler vite fait des équations. Alors, je suis dessus, là. Non, je suis pas dessus. Présentation est très sensible. Ok, donc en fait, quand on regarde l'économétrie, là, je te parle vraiment de manière très concrète dans les données, comment on prend en compte la taille de l'entreprise, ça va être dans la deuxième partie de l'équation, à droite, on va avoir un vecteur de caractéristiques pour l'entreprise. C'est le XIT. Ici, ça veut dire que on va considérer la taille de l'entreprise, ses ratios de dette, on va considérer son chiffre d'affaires, on va considérer son âge. Tout ça, c'est des caractéristiques qu'on va prendre en compte pour estimer la chance que l'entreprise a d'être convertie en redressement judiciaire. J'ai plein d'autres composantes, par exemple oméga J T', ça va être les caractéristiques du tribunal de commerce, avec le taux de chômage de la région, de la juridiction du tribunal de commerce, ça va être le nombre d'entrées en procédure du tribunal de commerce, que c'est un gros ou un petit, etc. On va avoir une indicatrice pour l'année, parce que si tu rentres en 2009 ou en 2019, c'est clairement pas la même chose. En 2009, on sait qu'il y avait la crise, alors qu'en 2019, ça allait mieux. On va avoir une indicatrice aussi pour la localisation de l'entreprise, parce que selon si on est à Brest ou à Ajaccio, c'est pas pareil. Donc voilà, toutes ces caractéristiques en économétrie, on va les prendre en compte comme des vecteurs en fait, avec le taux de conversion du tribunal qui est notre variable principale, notre variable instrumentale, et on va à partir de toutes ces caractéristiques prédire la probabilité que l'entreprise se fasse convertir. Et dans un second temps, on peut voir que toutes ces caractéristiques, on les réutilise pour expliquer de la même manière la survie. On va prendre en compte la taille de l'entreprise, etc., etc. Très bien. Ok. Voilà, j'espère avoir été clair, je t'en prie. Magic Network, je vois que tu t'es démuté. Bien à ton tour. Oui. Merci pour la présentation, c'était très bien. J'avais une question. Tu prends de 3 postulats sur la slide 21 avec justement les entreprises, les procédures, comme ça. Et je me disais, est-ce que tu avais pris aussi l'axe psychologique des petites entreprises? Par exemple, du côté entreprise, parce que là on voit que les créanciers, est-ce que les créanciers distinguent les deux procédures, mais est-ce que les entreprises elles-mêmes, que tu sois en sauvegarde ou en redressement judiciaire, est-ce que psychologiquement ou autre, pour l'entreprise elle-même, elle se voit dans une autre position? Alors, effectivement, ce point, parce que c'est vrai que moi j'aborde l'économie brute de décoffrage, la faillite, les conséquences psychologiques, je les étudie pas du tout, limite c'est un autre monde pour moi. Ça c'est toujours un peu dommage, hein, quand on spécifie son champ de recherche, forcément on fait abstraction de d'autres composantes, et notamment la composante psychologique qui est très importante en faillite. On la prend en compte dans le sens où c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, du biais de sélection, les entreprises en sauvegarde sont un peu meilleures que celles en redressement judiciaire. Donc les entreprises en sauvegarde sont celles qui l'ont vu arriver, sont celles qui ont anticipé, sont celles qui vont être plus grosses, qui vont avoir un meilleur management, etc. Alors qu'en redressement, beaucoup moins. Et là, je pense qu'effectivement, le vécu n'est pas le même en redressement. Est-ce que ce vécu et ce ressenti psychologique peut influer sur la survie de l'entreprise, si c'est bien ta question? A priori, je l'ai pris en compte dans ma stratégie économétrique, puisque, encore une fois, on regarde pour une même entreprise sa survie selon si elle est en sauvegarde ou en redressement judiciaire. Donc comme c'est pour la même entreprise,
a priori, quel que soit son état psychologique, quel que soit son vécu par rapport à cette faillite. Après, pour aller plus loin dans cette littérature, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'impact d'une faillite ou d'une défaillance sur un individu. Est-ce qu'il va recréer un nouveau business? Est-ce qu'il va pouvoir s'endetter à nouveau? Il y a plein d'études hyper passionnantes sur le sujet. Mais malheureusement, moi, dans le cadre de ma thèse, je ne peux pas en dire grand-chose de plus. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Si par exemple demain je crée mon entreprise et une banque me fait confiance pour me prêter une certaine somme, je dépense toute la somme en services ou trucs qui sont pas immobilisables. Ouais. Et je dis ah bah ça a raté et que du coup je pars en redressement judiciaire. Est-ce que l'individu est imputable? On pourrait lui demander à lui de payer des dettes ou c'est que l'entreprise? Alors ça dépend du type d'entreprise que tu as monté. Du type d'entreprise que tu as monté. Ça peut être ou bien une société anonyme, ou une société à responsabilité limitée, etc. Je connais pas bien tous les détails, mais a priori, je te conseille la société à responsabilité limitée pour éviter qu'on aille chercher dans tes propres deniers personnels pour rembourser tes dettes. Normalement, non. L'entreprise que tu crées, c'est une personne morale, à part entière. Donc si cette personne morale n'a plus d'argent, la banque ne touchera pas d'argent de plus. Pas de ta poche en tout cas. D'accord. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie. C'est tout pour moi. Merci pour la question. Il nous reste une question à l'écrit posée par Le Poulpe. Il dit, est-ce que la renommée des entreprises ou des noms d'entreprises ne joue pas aussi dans le choix de redressement ou de sauvegarde? C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise est considérée, qui est considérée comme faisant partie du patrimoine va avoir plus de chances d'avoir une sauvegarde, en gros? Alors, sans doute, parce que du coup, là, ça rejoint l'effet réputation dont on parlait. Là, je parlais uniquement de la réputation des procédures. Donc, si tu es en redressement, tu es mal barré. Si tu es en sauvegarde, tu as plus de chances. Si tu es une entreprise qui a un grand nom, qui est reconnue, tu as plus de possibilités pour que ton environnement économique ne se dégrade pas du fait de ta bonne réputation et d'avoir un peu plus d'appui de la part de tes clients, etc. Par exemple, je pense à André, marque de chaussures, qui est rentrée en redressement judiciaire là, il y a quelques jours. Cette marque-là, typiquement, elle est connue, elle est reconnue, donc je pense, et en plus elle est grande, donc clairement je pense qu'elle ne partira pas en liquidation si facilement, tout simplement parce que c'est un nom connu du grand public, et il peut y avoir un effet réputation positif ici pour essayer de sauver l'entreprise. Plus les noms sont gros et plus généralement on va tout faire pour sauver l'entreprise ou du moins garder une partie de son activité vivante en permettant une cession d'entreprise, donc en permettant à l'entreprise de se faire racheter par une autre. Les grosses entreprises, en fait, celles qui vont avoir des noms connus, généralement elles vont se faire racheter. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Eh ben merci pour les questions. Ah, En attendant, c'est j'ai XZ. peut-être une autre question. Ah, Je eh ben vais écoute. insister dessus parce que j'en ai déjà posé 4, donc voilà. Sur le graphique, alors j'ai plus la slide en tête. Il y avait eu un joli petit histogramme. Voilà, slide 16. Ouais. Qu'est-ce que ça comprend exactement, les issues représentées par l'histogramme en matière de cession? Alors, ouais, les cessions, c'est les rachats d'entreprise. Donc, c'est quand l'entreprise va se faire racheter par une entreprise plus grosse. Ici, j'ai représenté que les cessions totales, c'est-à-dire toute l'entreprise dans son intégralité se fait racheter. J'ai pas d'exemple en tête, mais bon, vous voyez tout ce que c'est, je suppose, qu'un rachat d'entreprise par une entreprise plus grosse. Ça va être par exemple, je sais pas, Facebook qui va racheter Twitter. Bon, en l'occurrence, il n'y avait pas du tout de faillite ici, mais voilà, l'idée c'est une plus grosse entreprise vient racheter. Alors, il y a un prix de vente en fait qui va être mis sur l'entreprise, mais ce prix de vente ne va pas recouvrir toutes les dettes. Donc il faut savoir que la cession, en termes de taux de recouvrement, on appelle l'argent que récupèrent les banques, c'est comme une liquidation en fait. Les banques vont finalement assez peu récupérer, c'est pour ça que nous, on ne l'a pas pris en compte dans la survie de l'entreprise, même si en tout état de cause, la marque peut encore vivre, l'activité est encore là et les employés sont encore là, parce que les créanciers et les banques ne récupèrent pas d'argent, presque, comme en liquidation. On a mis ça dans les liquidations en fait. Mais voilà, c'est le rachat d'entreprise. Ouais, même si quelque part, dans ce contexte-là, s'il y a un rachat, au moins dans les premiers mois, on peut compter sur le fait que les emplois sont encore là. Maintenant, il me semble que d'expérience, les rachats comme ça donne une restructuration derrière et peut-être une charrette d'employés qui aille hop. Souvent, ouais. Parce que voilà.
Souvent, du coup, ça en profite pour réorganiser l'entreprise et c'est pas sans heurts. C'est pas complètement idiot de mettre ça dans les liquidations, effectivement. Voilà. Ça y ressemble beaucoup, en fait. Voilà, c'est juste, je voulais savoir parce que j'étais pas clair sur la définition de cession dans ce graphique. Ok. Donc en fait, ça a peu d'impact. Sauvegarde ou quoi. Il y en a pas tant que ça. Ouais. Il n'y a pas tant que ça et ça change pas que ce soit une sauvegarde ou une liquidation, quoi. Oui, non, alors, ouais. Là aussi, il y a une différence, bon, c'est hyper des détails, hein, mais la cession n'est pas possible en sauvegarde. C'est-à-dire que ça n'est possible qu'en redressement judiciaire. Ah, donc les sessions qui sont là, c'est les sessions qui sont arrivées quand on est repassé en redressement, mais qu'en fait, on a vu la sauvegarde. Ok. Et ça nous posait aussi un problème en termes de stratégie, parce que combien d'entreprises en sauvegarde se font convertir en redressement judiciaire pour être cédées ? Donc ici, on a un problème de la conversion, elle a eu lieu non pas parce qu'il y avait une interprétation sur la notion de cessation des paiements, mais parce qu'il y avait un intérêt sur la finalité. Donc ça biaise complètement nos résultats, parce que c'est pas ce qu'on veut mesurer. Mais bon, on a fait plein de tests annexes pour montrer que ça, on l'a nettoyé en fait dans notre stratégie, et on l'a pas pris en compte. Mais ouais, beaucoup d'entreprises font ça. Ok, pas de souci, merci pour les précisions. Avec plaisir. Et du coup, on a une nouvelle question à l'écrit. Donc, il y a une question de Val Di Bitono, chapeau. Sur la carte de France, tu as eu des données, mais pas dans l'est de la France. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour l'absence de données dans le grand est de la France ? Effectivement, je ne l'ai pas mentionné. C'est assez drôle. Enfin, c'est drôle. Moi, ça me fait toujours un peu sourire parce que ça peut poser problème. Certains ne voulaient pas publier ma carte parce qu'ils disaient que ça allait créer des clivages. L'Alsace, Moselle, Lorraine, je ne vais pas dire de bêtises, n'ont pas de tribunaux de commerce. Ils n'ont que des tribunaux civils ou des tribunaux de grande instance, qui est en fait un héritage du passage de la région en Allemagne, et puis en France, et puis en Allemagne, et puis le fait qu'ils ont eu un régime spécial, fait qu'ils n'ont pas de tribunaux de commerce. Et que nous, on n'étudie que les tribunaux de commerce, même s'il y a des faillites qui sont renseignées aussi dans les tribunaux civils. Là, encore une fois, c'est des détails, mais par exemple, les entreprises agricoles ne vont pas déclarer faillite dans un tribunal de commerce. Elles ne vont le faire que dans un tribunal de grande instance. Et les modalités sont d'ailleurs un peu différentes. Donc, comme c'est un fonctionnement différent, on n'a pas voulu l'inclure pour ne pas biaiser nos résultats. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tous les Outre-mer. Sinon, j'aurais mis un point d'honneur à tous les mettre sur la carte. Mais eux, ils n'ont que des tribunaux mixtes de commerce, donc ça fait commerce et civil. Et c'est pourquoi, de la même manière, on ne les a pas inclus, parce que le fonctionnement n'est pas exactement le même, et donc on ne peut pas avoir cette hypothèse sur l'interprétation de la cessation des paiements, ici on suppose être commune à tous les tribunaux qu'on étudie, parce que ce sont des tribunaux de commerce, ils ont un fonctionnement bien spécifique, ça ne peut pas être étendu aux autres formes de tribunaux. Donc on a zappé l'Alsace-Moselle de la carte. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. On va pouvoir clore ce MTES. Encore une fois, merci beaucoup pour la présentation et pour ces réponses qui sont plus que claires. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je te remercie. Merci à toi. Merci à vous d'être si nombreux. La semaine prochaine, pour l'instant, le jeudi prochain, on n'a pas de présentation MTES, mais dans 2 semaines, du coup, on a la prochaine présentation qui sera celle de la dernière candidature, qui va nous parler de problèmes de santé à l'interface entre les humains et les autres animaux, et plus spécifiquement aux communautés autochtones du nord du Québec, entre hommes et chiens. Donc voilà, en attendant, bonne soirée à vous tous, merci d'être venus, et à bientôt pour le prochain MTES. Merci, salut.